1, 2. Aujourd'hui, une vidéo sur les États-Unis avec comme thème 2025 vers les États-Unis. Nous sommes quelque temps après la deuxième, voire même dernièrement la peut-être troisième tentative d'assassinat de Donald Trump. Aujourd'hui, la question se pose de la suite des élections présidentielles américaines qui normalement doivent avoir lieu le 5 novembre prochain. Aujourd'hui, la candidature de Joe Biden a été remplacée par celle de Kamala Harris. La question qui se pose sur le fond, c'est véritablement, après ce remplacement de dernière minute, est-ce que l'État profond américain et ses tentatives d'assassinat, est-ce que l'État profond américain va réellement accepter une réélection de Donald Trump? Et si ce n'était pas le cas, que se passerait-il réellement sur le territoire américain? Comment pourrait se jouer véritablement peut-être une nouvelle guerre de sécession, tout simplement? Donc il convient tout d'abord d'analyser le rapport de force qui existe aujourd'hui entre d'un côté les démocrates impérialistes et de l'autre les républicains patriotes qui eux souhaitent tout simplement le maintien des États-Unis en tant que nation. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse, en particulier l'analyse électorale des zones qui votent républicains et des zones qui votent démocrates, on se rend compte que le territoire américain est séparé en réalité en plusieurs parties. Il est convenu de dire d'un côté la côte Est et la côte Ouest votent démocrate, de l'autre le centre des États-Unis vote républicain. C'est vrai dans les grandes lignes, ça n'est pas complètement le cas, la situation est un petit peu plus complexe. En réalité, on regarde une carte, vous l'avez en visuel là en ce moment, quand on regarde une carte des États-Unis, de la façon dont le vote démocrate et le vote républicain se répartissent, on se rend compte qu'effectivement, en grande partie, le vote républicain est très majoritaire dans le centre du pays. Mais en réalité, la situation est plus complexe. D'un point de vue démographique, vous avez une côte Est qui va du Maine jusque, on va dire, au nord de la Floride et de la Géorgie, mais avec une avancée vers le territoire à l'ouest, vers notamment les anciennes zones de plantation de l'Alabama, du Mississippi et de la Louisiane. Donc cette zone-là est une zone fortement peuplée. On est à 29 millions et demi d'habitants sur le milieu de l'Atlantique, on a 35 millions en Nouvelle-Angleterre, environ 35 millions sur la partie sud-atlantique et le sud profond. Donc on a donc sur une zone en question, une zone qui est vraiment très peuplée. Par contre, vous avez deux autres zones qui sont elles aussi très peuplées. Vous avez au nord une partie avec la zone des Grands Lacs, notamment Chicago, Détroit, Michigan, une bonne partie de ces zones avec Milwaukee notamment. Donc sur ces zones-là, vous avez à peu près là aussi 24 millions de personnes. Donc ce sont des zones là aussi anciennement industrialisées qui sont largement peuplées. Et vous avez bien sûr à l'ouest la grande zone qui va du Pacifique jusqu'à l'intérieur des terres. Vous avez donc la côte de l'Oregon et du Washington, mais pas les zones intérieures qui sont plutôt républicaines. Vous avez la quasi-totalité de la Californie et vous avez une remontée ensuite vers l'intérieur dans le nord avec la partie sud du Nevada, tout simplement avec la ville de Las Vegas, mais aussi donc l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Colorado avec Denver. Donc toute cette partie-là est quand même une zone là aussi très peuplée. On a à peu près 67 millions de personnes dans cette zone. Donc au total, quand on regarde l'ensemble de ces trois grandes zones qui votent aujourd'hui majoritairement démocrates et qui resteraient probablement en cas de conflit intérieur à la main des démocrates, on est quand même sur 190 millions de personnes environ en 2020 sur 331 millions d'habitants aux États-Unis, soit environ 57,5% de la population américaine. Donc il faut bien être conscient que même si territorialement les démocrates tiennent une partie du pays moins importante que
les républicains, il n'en demeure pas moins que, du point de vue de la population, ils tiennent au moins dans les 55% à minima des zones les plus peuplées du pays, et des zones aussi les plus industrialisées. Sur les cartes qui suivent, même si effectivement les républicains tiennent à peu près territorialement 75% du pays, il n'en demeure pas moins que les grandes zones industrielles, ça rappelle un petit peu la situation de la guerre de sécession, sont situées dans les zones tenues par les démocrates, et c'est le cas en particulier de l'industrie de défense, on le voit assez bien sur ces deux cartes. On voit qu'effectivement une grande partie de l'industrie de la défense, probablement là aussi dans les trois quarts, sont situées sur les zones démocrates, en particulier la côte Est et en partie la côte Ouest. Les républicains, véritablement, ne tiendraient des capacités importantes de production en matière d'industrie de défense que sur le Texas. Et effectivement, donc, à long terme, c'est un vrai problème, puisqu'effectivement, on aurait une situation où les républicains tiendrait véritablement une grande partie de l'industrie de défense et donc de la capacité de production d'armes à moyen et long terme. Alors par contre, à court terme, il convient d'analyser la situation aujourd'hui de la répartition, notamment des troupes américaines d'actives et de réserve. L'armée américaine aujourd'hui, elle compte, je parle de l'armée de terre, 1 328 000 de personnes. Et l'ensemble de l'armée compte 1 328 000 de personnes d'actives et 0,799 millions en réserve. Mais c'est surtout l'armée de terre qui possède 480 000 hommes avec une réserve de 188 000 hommes. Au total, 11 brigades blindées, 6 mécanisées et 14 infanteries. Ça fait à peu près 141 000 véritables combattants. Et il y a aussi les gardes nationales qui est à la fois sous double commandement du président et du gouverneur de l'État. 325 000 hommes, 3 brigades blindées, 2 mécanisées, 18 infanteries, au minimum 102 000 combattants. La question est surtout à qui obéirait la garde nationale. Il est probable que dans les zones tenues par les démocrates, quel que soit le résultat de l'élection, nous serions sur une situation où effectivement il est probable dans ces États qu'effectivement ce serait la garde nationale qui obéirait au gouverneur de l'État plus qu'au président des États-Unis. Si le président est démocrate, il est probable que dans les États républicains, la garde nationale, on l'a vu notamment au Texas lorsqu'il était question de tenir la frontière face à l'immigration mexicaine, la garde nationale obéirait plus probablement au gouverneur de l'État. Inversement, si le président est républicain, il est probable que dans les zones démocrates, la garde républicaine obéirait plutôt, la garde nationale, obéirait plutôt aux républicains dans les zones concernées. Il faut bien sûr ne pas oublier le corps des Marines, 210 000 actifs et de réserve, l'équivalent de 12 brigades. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au total, c'est la même chose, les forces de l'armée sont pour les 2/3 en zone, on va dire, démocrate impérialiste, et pour un tiers en zone patriote républicaine. Pour la réserve et la garde nationale, on est à peu près à 50%, et la totalité des forces marines sont en zone démocrate en réalité. Donc le rapport de force serait plutôt de 2/3 favorable aux démocrates plutôt qu'aux républicains. Ensuite, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays où il y a de très nombreuses armes, on estime qu'on est à plus de 300 millions d'armes aujourd'hui aux États-Unis, donc et il est clair que ce sont plus les partisans des républicains qui sont, on va dire, assez lourdement armés, en armes légères malgré tout, que les partisans des démocrates. Donc effectivement, on a une situation qui, à moyen long terme, peut être assez compliquée. En résumé, à court terme, quel que soit le scénario de l'élection présidentielle, si on allait vers un conflit intérieur entre démocrates et républicains, aujourd'hui les républicains ont un avantage en matière territoriale, ils contrôlent les 3/4 du territoire et ils ont des lignes intérieures qui leur permettraient de faire face à des attaques sur les 3 fronts qui pourraient se mettre en place.
Mais par contre, les démocrates ont un avantage à court terme. Ils contrôlent une plus grande partie de la population, même si les zones qu'ils contrôlent sont éclatées en 3 zones assez éloignées les unes des autres. Mais ils ont un potentiel de ce côté-là qui est important. Ils contrôlent probablement les 3/4, voire les 4/5 de la production d'armes, notamment les armes lourdes, à l'exception du Texas. Ils contrôlent les 2/3 de l'armée, et en particulier des forces combattantes, aussi bien de l'armée de terre que de la marine, ou enfin du corps des Marines, ou de la garde nationale. Par contre, l'avantage des républicains, encore une fois, c'est qu'effectivement leur population est certainement mieux préparée à un conflit, elle est mieux armée à titre individuel, et ensuite on peut se demander quelle serait la capacité réellement des démocrates à s'appuyer sur les grandes zones urbaines, notamment avec des populations noires, hispaniques, voire wokistes. Ce serait certainement très difficile pour eux. Donc il est difficile aujourd'hui de dire quel serait le vainqueur, si tant est qu'il y ait un vainqueur au cours d'un conflit intérieur américain. Il est de plus en plus probable, tout à fait possible qu'on aille vers ce type de situation, mais il est donc de plus en plus probable dans ce cas-là que la question de savoir si il y aurait un vainqueur se posera, et peut-être qu'on irait effectivement dans ce cas-là vers des États désunis, avec tout simplement un éclatement potentiel des États-Unis en plusieurs États. Merci à vous et à bientôt pour